Bonsoir, bienvenue à cette conférence. Juste deux mots du côté technique pour l'organisation de cette conférence qui sera retransmise via Zoom pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et du coup, ça pose quelques problèmes techniques, notamment pour les questions. Il n'y a que ce microphone ici. Et du coup, les questions de la salle, on les répétera pour ceux qui sont pas ici. Et pour ceux qui sont branchés via Zoom, écrivez s'il vous plaît les questions que vous avez sur le chat et puis on les lira pour que la salle soit au courant des questions. Voilà. Et puis, juste une dernière chose, la conférence sera enregistrée, donc juste pour que vous soyez au courant. Merci, je laisse la parole à M. Dufour. Bonne conférence. Merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est avec plaisir que j'ouvre cette conférence en collaboration que nous menons avec l'association pour une taxation des transferts financiers d'Action citoyenne, donc ATTAC, section Fribourg, et la chaire de macroéconomie qui, grâce au professeur Rossi, nous permet aussi d'ouvrir la porte de l'université au public fribourgeois. Pour nous, c'est donc un plaisir de retrouver le cours des conférences parce que j'aimerais en introduction faire un parallèle avec l'existence de notre mouvement et revenir sur une crise, peut-être qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont oublié, mais de 1997 et qui concernait les 4 tigres asiatiques. Et je relis à l'époque ce qui a été dit à ce sujet, jusqu'à ce qu'il tombe brutalement en disgrâce en 1997, les pays heurtés de plein fouet par la crise financière en Asie, c'est-à-dire la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, faisaient l'admiration générale pour leur prouesse économique et avaient la faveur des investisseurs étrangers. Ça résonne pour moi avec la chute d'une institution telle que le Crédit Suisse, donc je vois ici un parallèle. Suite à cette crise, un rédacteur en chef du Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, lançait un appel en fin 1997 pour ce qu'il appelait « désarmer les marchés financiers ». Et je vous lis ce qu'il écrivait à l'époque. « La mondialisation financière a créé son propre État, un État supranational disposant de ses appareils, de ses réseaux d'influence, de ses moyens d'action propres. Cet État mondial est un pouvoir sans société, ce rôle étant tenu par les marchés financiers et les entreprises géantes dont il est le mandataire, avec comme conséquence que les sociétés réellement existantes, elles, sont des sociétés sans pouvoir. » Et je crois que c'est ce qui a été ressenti par la population lorsque, en fait, quelques personnes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas représentatives, notamment en parlant des conseillers fédéraux, prennent des décisions qui concernent un argent public qui est démesuré. Des centaines de milliards en 48 heures sortent comme garantie étatique, avec l'idée que ces décisions sont prises en petit comité d'experts et que nous sommes rejetés de ces décisions. Nous n'existons pas démocratiquement par rapport à de tels choix, jusqu'à faire un vote qui ne comptera pas au Parlement par la suite. C'est un peu cette même analyse donc, que nous faisons. Et comme en 1997, nous avons commencé nos activités, essentiellement nos activités sur la vulgarisation de ce qui se passe au niveau économique dans le monde, nous renouons avec cette tradition grâce au professeur Sergio Rossi, directeur de la chaire de macroéconomie et d'économie monétaire, d'une part, et Madame Denise Chervet, qui a pendant de nombreuses années été directrice de l'Association suisse des employés de banque. Faute d'avoir les responsables actuels des employés de banque que nous avons contactés, et faute d'avoir des représentants du Crédit Suisse que nous avons aussi contactés pour venir donner leur version des faits. Pour conclure, je dirais que nous devrons quitter la salle à 19h30 au plus tard.
disons, aux alentours pour le déroulement de la soirée. Donc, le professeur aussi répondra aux questions que nous avons demandées, c'est-à-dire une analyse sur cette faillite et cette fusion, ainsi que ses conséquences. 30-35 minutes d'intervention, puis nous écouterons Madame Chervet sur la situation avec les employés de la banque et le secteur bancaire, puis nous laisserons environ 40 minutes pour vos questions et le temps d'y répondre. Juste vous signaler que nous avons une table avec quelques journaux que vous pourrez ramener gratuitement chez vous, si vous êtes intéressé de nos publications. Et je vous conseille vivement la dernière petite revue que nous avons faite au sujet de la répartition de la fortune en Suisse et dans le canton de Fribourg, mais elle qui est au prix de 5 francs. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole au professeur Rossi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d'abord remercier M. Dufour et Attaque Fribourg pour m'avoir invité. C'est un sujet qui touche beaucoup, auquel on est confronté depuis quelques semaines, en tout cas de manière visible, sans me mettre devant les autres, mais le 14 novembre 2022, j'avais déjà publié sur mon blog Pour le Temps un petit billet dans lequel je disais que le Crédit Suisse était proche d'une faillite. Cela s'est avéré et parfois on est maintenant confronté aux conséquences, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour éviter qu'une troisième situation similaire s'avère à nouveau. UBS en 2008, un mois après que Lehman Brothers a été mis en faillite, 15 septembre 2008 aux États-Unis, 15 octobre 2008 en Suisse, UBS a dû être sauvé par la Banque nationale suisse et la Confédération. On n'a rien appris depuis. UBS a dû corriger ses stratégies parce qu'elle a été sauvée par l'État, donc quelque part, elle devait rendre compte. Le Crédit Suisse a continué comme si rien n'était, sachant que s'il y avait un problème pour le Crédit Suisse, le précédent d'UBS avait montré que même Crédit Suisse allait être sauvé. C'est ce qui s'est passé. Mais 2 fois, ça ne suffira pas. Il y aura encore, à mon sens, dans quelques années, un troisième problème majeur en Suisse. Je ne sais pas pour quelle banque, parce que le nombre de banques va diminuer, mais on n'a rien appris, on ne va rien apprendre. Parfois, on socialise les pertes et on privatise les profits dans le domaine bancaire. Alors, je vais parler rapidement parce que j'ai 30 minutes à ma disposition. Mon exposé est structuré en 4 parties. Tout d'abord, j'aimerais passer en revue pour quelles raisons Crédit Suisse a dû être sauvé d'une faillite. C'est évident. Si Crédit Suisse avait été mis en faillite, il y aurait eu une faillite de bien d'autres banques en Suisse et ailleurs. Il y aurait eu une crise systémique au niveau bancaire, une crise systémique financière globale, et donc on ne peut pas se le permettre, déjà pour la réputation de la Suisse. Donc on a dû intervenir 1 minute avant minuit. Mais le sauvetage de Crédit Suisse, deuxième partie de mon exposé, comporte aussi des problèmes au niveau bancaire, au niveau économique, au niveau financier et bien au-delà. C'est pourquoi il est nécessaire, mais ça, je prêche dans le désert depuis bientôt 35 ans, il est nécessaire de faire une réforme d'ordre structurel du secteur bancaire, pas juste une réforme cosmétique des règles que les banques doivent respecter après qu'elles décident d'octroyer des crédits. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie comportementale. C'est une discipline des soi-disant sciences économiques qui est en train de monter au niveau académique. On étudie le comportement des acteurs économiques parce qu'on prétend comme ça comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas suffisant. Au-delà du comportement, il y a des institutions. La monnaie, par exemple. Il faut savoir qu'est-ce que la monnaie pour réglementer correctement les banques qui, elles, émettent la monnaie. Ce n'est pas que la Banque nationale. Toute banque émet de la monnaie lorsqu'elle octroie des crédits. Donc, il faut une réforme qui empêche les banques d'abuser de leur capacité de créer de la monnaie à partir de rien. Pas juste de leur mettre des règles une fois qu'elles décident de créer des crédits. Et puis, à mon sens, quelles sont les perspectives à moyen terme en Suisse et au-delà à l'égard de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se passer. Alors, tout d'abord, pourquoi on a dû sauver Crédit Suisse? Vous savez, c'est devenu une palissade. Crédit Suisse est une banque too big to fail, trop grande pour être mise en faillite. Moi, j'avais dit à l'époque déjà, elle est trop grande aussi pour être gérée correctement. Elle est trop grande aussi pour être surveillée correctement. Il
hier, la FINMA a publié un rapport d'après lequel, jusqu'en 2022, Crédit Suisse était sans faute, y compris UBS. PostFinance a quelques problèmes avec son plan de sauvetage, de cas échéant, mais les deux grandes banques, il n'y avait rien à leur reprocher. C'est trop grand pour faire faillite, trop grand pour être géré par le management, parce qu'elle est éparpillée à travers le monde. Elle est trop grande aussi pour être surveillée par les autorités nationales, qui se concentrent sur le territoire suisse et ne peuvent pas savoir qu'est-ce que la banque fait au-delà du territoire. Il n'y a pas véritablement l'échange d'informations. Chaque autorité nationale de surveillance ne veut pas trop intervenir par peur que les activités bancaires partent ailleurs. Il y a une concurrence aussi entre les acteurs qui surveillent les marchés financiers, la FINMA en Suisse et d'autres ailleurs. Donc, elle ferme ses pas deux yeux, l'un des deux, jusqu'à ce qu'il y ait une crise qui éclate. Alors, c'est l'État qui doit intervenir, la Banque nationale et puis la Confédération. Et Crédit Suisse est une banque systémique, pas seulement en Suisse, mais au niveau de l'économie globale. Donc, si Crédit Suisse avait été mise en faillite en Suisse, il y aurait eu des répercussions à travers le monde anglo-saxon et surtout aux États-Unis. Et donc, le pouvoir de la politique américaine a aussi fait comprendre à la petite Suisse qu'il devait intervenir parce que sinon, vous aurez des problèmes aussi avec nous. Donc, une faillite de Crédit Suisse aurait provoqué une crise systémique, à savoir qui touche le système financier et le système économique dans son ensemble. Les crises financières ont toujours existé et vont toujours exister, malheureusement. Mais il faut empêcher des crises financières d'ordre systémique. À savoir, si une banque trébuche et part en faillite, c'est la responsabilité des banquiers, des actionnaires, le cas échéant. Donc, c'est le problème. Il faut empêcher une crise financière systémique, à savoir que si une banque part en faillite, d'autres banques trébuchent, sont mises en faillite et le secteur financier s'écroule. Donc, il ne faut pas penser juste à réglementer les décisions des banques, il faut leur empêcher d'exagérer avec le crédit qu'elles octroient. On le verra tout à l'heure. Et c'est clair que la mise en faillite de Crédit Suisse aurait entraîné des faillites en Suisse et ailleurs, surtout aux États-Unis et pas seulement, en Angleterre, en Allemagne, parce que les banques entre elles sont très interreliées. Je dis toujours à mes étudiantes et étudiants, dont une partie est ici, et je suis très heureux de le voir, que si un restaurant Fribourg part en faillite, les autres restaurants Fribourg sont contents. Ils vont ramasser de la clientèle. Et si une banque à Fribourg ou à Zurich part en faillite, les autres banques ont peur. Parce que, je dis aussi toujours cet exemple-là, le PIB de la Suisse, disons, fait 800 milliards de francs pour 2022, grosso modo, j'arrondis un peu. La moitié de ce chiffre, 400 milliards de francs suisses, en une journée, est le montant que les banques se prêtent entre elles en Suisse. Et souvent, c'est des montants qui sont dus, c'est pas le soir, le jour après, la semaine suivante. C'est des prêts à très court terme. Et qui plus est, qui ne reposent pas sur une création de valeur. C'est des prêts pour faire des activités financières, purement spéculatives. Si pile sort au grand casino de la finance globale, les banquiers gagnent, bonus extravagant. Si c'est FAS qui sort, les banquiers perdent, mais il y a quelqu'un qui va ramasser les pertes, l'État qui intervient. Ça, ce n'est pas l'économie libérale, la responsabilité individuelle. Si j'ai du mérite, je suis content de ramasser de l'argent, mais si, à cause de moi, la banque que je dirige risque de partir en faillite, c'est moi qui dois en payer les conséquences. Pas d'autres banques, voire des actionnaires qui ne sont pour rien, les déposants ou les contribuables. Alors, Crédit Suisse a dû être sauvé parce que sinon, au-delà de la crise bancaire, il y aurait eu une crise économique en Suisse et pas seulement en Suisse. En Suisse, beaucoup de PME, petites et moyennes entreprises, ont des crédits, ont des lignes de crédit auprès de Crédit Suisse. Il est clair que si Crédit Suisse part en faillite, la ligne de crédit d'une entreprise quelconque peut être ouverte auprès d'une autre banque, la Banque cantonale de Fribourg, par exemple. Mais là, lorsqu'on doit changer de banque, la banque vers laquelle on s'adresse ne connaît pas l'entreprise. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle décide de lui ouvrir une ligne de crédit, c'est pour un montant bien moins élevé et qui plus est pour des taux d'intérêt souvent plus chers pour l'entreprise parce que la banque ne connaît pas l'entreprise et puis elle dit, OK, je vous donne une ligne de crédit, pas tellement importante en termes d'argent, et puis je vous demande de payer un taux d'intérêt plus élevé parce que j'ai peur que votre business plan n'est pas correct. Tandis que si on est chez Crédit Suisse depuis des années, Crédit Suisse est censé connaître le business de la PME et donc lui donne une ligne de crédit sans autre, sans augmenter les taux d'intérêt.
Et au-delà de ça, on a aussi beaucoup de crédits hypothécaires à travers la Suisse qui sont financés par Crédit Suisse. Donc, le marché immobilier aurait aussi eu des problèmes si Crédit Suisse avait été mis en faillite. Et puis, au niveau réputationnel, c'est clair que ce qui s'est passé est très mauvais pour la réputation de la place financière suisse. UBS en 2008, même si c'est aux États-Unis que UBS a eu des problèmes. Crédit Suisse, c'est deux banques dont le siège est en Suisse. D'ailleurs, Crédit Suisse, dans son nom, a même le mot suisse. Donc, la réputation de la place financière suisse a été secouée. Et il fallait quand même essayer de renverser la vapeur, donc de renforcer la visibilité de cette place financière en disant n'ayez pas peur, les déposants, mais aussi les actionnaires du Crédit Suisse, l'État intervient, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de mise en faillite. Mais ça remet en question la Suisse en tant qu'îlot de stabilité. On sait que lorsqu'il y a des crises financières au niveau global, la crise dans la zone euro, la crise des subprimes, la crise des tigres asiatiques et j'en passe, on se précipite pour mettre ses avoirs à l'abri des tempêtes sur les marchés financiers. Et donc, on les place en Suisse. Îlot de stabilité financière, de stabilité monétaire, de stabilité politique par rapport aux autres pays. Alors là, la stabilité financière de la Suisse a été remise en question. L'image de la Suisse, la réputation de la Suisse a été ébranlée. Et ce que le Conseil fédéral a fait est assez épouvantable. C'est maladroit. Qui plus est, le Conseil fédéral a eu le culot de dire le 19 mars, c'est une opération commerciale. C'est UBS qui rachète Crédit Suisse. C'est le libre marché. Non. UBS a été forcé de racheter Crédit Suisse. Et le prix que UBS a payé, c'est trop fois rien. C'est sur le dos des contribuables que le risque a été posé. Alors, quels sont les problèmes que ce sauvetage comporte? Je dis, c'est en ouverture. Les banques en Suisse, notamment UBS, savent de manière explicite, sans aucun doute, que s'il y a un problème majeur qui s'avère prochainement, dans quelques années, l'État va intervenir. Si en 2008, on pouvait douter qu'en cas de faillite d'une banque, l'État intervient pour la sauver, en disant l'économie libérale, chacun a sa propre responsabilité. En 2008, UBS a été sauvé, Crédit Suisse a compris qu'il pouvait continuer comme ça, et en fait, Crédit Suisse a été sauvé. Maintenant, on a deux évidences empiriques, comme même l'appelaient les économistes, UBS 2008, Crédit Suisse 2023. Donc, prochainement, on sait que s'il y avait une crise bancaire à nouveau, l'État va intervenir, en Suisse comme ailleurs, mais surtout en Suisse. Donc, qu'est-ce que cela signifie? UBS, mais quelques autres banques, too big to fail, TBTF. Donc, on a UBS, on a Crédit Suisse, on a la Banque cantonale de Zurich, on a les banques Raiffeisen et PostFinance. C'est 5 institutions bancaires qui, en Suisse, sont too big to fail. Mais il y en a d'autres qui pourraient suivre, en ce sens qu'il y a des banques régionales, des banques locales qui pourraient dire, mais on est trop petit pour être sauvé en cas de problème, donc on devient plus grand. On fait des fusions, acquisitions, M&As, Mergers and Acquisitions, ou alors on agrandit nos activités sur les marchés financiers, parce que c'est là où on peut ramasser des rendements à très court terme, si tout va bien, sachant que si les choses tournent mal, on aura une taille qui, par conséquent, oblige l'État à nous sauver. Qui plus est, le sauvetage de Crédit Suisse que le Conseil fédéral a organisé trop tard et de manière maladroite n'a imposé aucune contrainte, ni pour la banque qui a été sauvée, Crédit Suisse, ni pour la banque qui a été obligée de racheter Crédit Suisse, entendez UBS, ni pour les autres banques. Il n'y a aucune limite à la taille des bilans bancaires et au volume des actifs que les banques gèrent. La nouvelle UBS, celle qui va résulter dans une année, dans 2 ans, de la fusion et de l'acquisition de Crédit Suisse par UBS, va avoir un total de bilan de 1600 milliards de francs, ou de dollars, parce qu'on est à peu près à $1 pour un franc aujourd'hui, donc le double du PIB de la Suisse. Le PIB suisse fait quelques 800 milliards de francs. Le total du bilan de la nouvelle UBS va être 2 fois cette somme. Donc, s'il faut la sauver, bonjour les dégâts. Mais qui plus est, les actifs que la nouvelle UBS est censée gérer, mais je pense que Sergio Motti va en partie les liquider, mais en l'état, si on fait la somme des actifs
géré par UBS et par Crédit Suisse, la somme fait 4 500 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas combien de zéros il faut mettre, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Ça devient ingérable. Mais le Conseil fédéral, la FINMA, la Banque nationale, on dit qu'il faut sauver absolument Crédit Suisse, mais voilà, on vous donne des garanties, 259 milliards de francs au total, sans aucune contrainte. Et qui plus est, sans aucune séparation des activités bancaires. Vous savez qu'on a des banques qui sont des supermarchés, des banques universelles qui font tout et n'importe quoi. La banque commerciale, donc, qui prête à des entreprises, les PME, qui prête à des particuliers pour acheter sa propre maison, qui récolte les dépôts de la clientèle, ça c'est la banque commerciale. Faire des prêts et encaisser des dépôts. Et puis, il y a la gestion de fortune, donner des conseils aux personnes nantis pour dire où il faut placer leur argent. Et troisièmement, la banque d'investissement. La banque d'investissement donne des conseils aux entreprises lorsque celles-ci veulent émettre des actions en disant vous devez vendre X actions à tel prix. Et puis, la banque d'investissement qui donne ce conseil, en même temps, lorsque les actions sont vendues, elle en achète un paquet. Vous voyez, banque d'investissement, gestion de fortune, banque commerciale, c'est trois domaines d'activité assez séparés sur différents niveaux, à différents endroits. Mais l'intervention du Conseil fédéral, le sauvetage du Crédit Suisse orchestré par le Conseil fédéral et la BNS, n'a posé aucune contrainte ni demandé de séparer avec cette idée du Trennbankensystem qui date des années 30 du siècle passé. Aux États-Unis, le Glass-Steagall Act, passé en 1933, avait dit aux banques, vous devez vous séparer. D'un côté, la banque commerciale, de l'autre côté, la banque d'investissement. Pas de liaison. Des entités séparées au plan juridique. Deux entreprises différentes. Si la banque d'investissement trébuche et part en faillite, on fait une mise en faillite ordonnée. C'est les actionnaires qui sont lésés, mais pas le résultat du système économique. Et c'est Clinton, dans les années 80, fin des années 80, le président américain Clinton qui a dit non, maintenant c'est fini, il faut à nouveau permettre aux banques de faire tout et n'importe quoi. C'est lui qui a aboli le Glass-Steagall Act en disant il faut des banques universelles parce qu'à côté des banques, il y avait des quasi-banques. N'est-ce pas, le système bancaire parallèle, le shadow banking, qui était beaucoup moins réglementé et qui pour les banques représentait une concurrence trop forte. Donc Clinton a dit maintenant les banques peuvent aussi faire la concurrence aux shadow banks. Comme ça, on a mis ensemble de nouveau banque commerciale, banque d'investissement. Et de nouveau, on a créé les prémices d'une nouvelle crise, la crise de subprime, 2006. Mais quel est un troisième problème que le sauvetage du Crédit Suisse va comporter en Suisse? C'est qu'il y aura une fusion-acquisition de plusieurs banques. Les banques vont devenir plus grandes et leur nombre va baisser. Une petite banque n'a plus rien à jouer dans la concurrence. UBS a un pouvoir de marché en Suisse qui va ébranler les petites et moyennes banques. Et celles-ci vont être plutôt amenées à se mettre ensemble. Donc, des procédures d'agrandir la taille du bilan, réduire le nombre de banques dans le domaine suisse, et cela va diminuer la concurrence entre elles. Donc, il y aura des banques qui ont un pouvoir de marché et qui plus est, qui vont pousser les activités financières parce que c'est là que les rendements sont attendus. Sur le marché hypothécaire, il y a un gage d'immeuble, mais il n'y a pas tellement de rendement pour les banques. Sur les marchés financiers, par contre, il n'y a pas de gage, mais il y a plus d'argent qu'on peut récolter si les choses tournent dans le bon sens. Et puis les banquiers pensent toujours avoir une longueur d'avance, connaître mieux que les autres acteurs la finance de marché, et donc pouvoir spéculer et se retirer du casino avant que le casino se forme. C'est un peu comme une descente à ski. Si vous regardez la télévision, l'hiver, il y a des skieurs. Mais seulement un peut arriver devant les autres. Il y a quelqu'un qui arrive dernier. C'est comme ça au casino de la finance. Quelqu'un peut sortir avant les autres, donc ne pas y perdre, mais quelqu'un va y perdre par définition. Et si ce quelqu'un qui perd, c'est une grande banque, il y a une crise systémique qui s'enclenche. C'est pourquoi il faut réformer en termes structurels et pas simplement sur le comportement des banquiers, il faut réformer la structure de l'activité bancaire. Et là, c'est tout d'abord, il faut éviter
ce conflit d'intérêts que j'ai effleuré tout à l'heure dans la banque d'investissement. Qu'est-ce que la banque d'investissement fait? Elle donne des conseils aux entreprises qui veulent émettre des actions pour leur dire vous devez vendre tant d'actions à tel prix. Et une fois que le conseil a été donné, l'entreprise, donc suite à ce conseil, elle émet X actions qu'elle vend au prix que la banque lui a suggéré, et cette banque achète les actions à ce prix. C'est un peu comme si mon voisin me disait « Ah, tu es un économiste, dis-moi, je suis en train de vendre ma maison, quel est le prix d'après toi que je peux mettre ?» Je dis ben, 1 million. Je lui donne un conseil, après 2 semaines, je lui dis « Voilà, je t'achète la maison, 1 million. » Il y a un conflit d'intérêts, évident. Donc, il faut séparer la banque d'investissement des autres activités bancaires sur le plan juridique et puis interdire que la banque d'investissement achète au prix qu'elle a suggéré les actions auprès d'une entreprise qui est en train de les mettre sur le marché. Il faut interdire, il faut des règles. Pas seulement dire aux banques, vous pouvez faire n'importe quoi, mais sachez que si vous augmentez les crédits, vous devez augmenter les liquidités et les fonds propres. On l'a vu, ça ne fonctionne pas. Les accords de Bâle, les règles too big to fail, ça ne fonctionne pas. Crédit Suisse était proche de la faillite, elle a dû être sauvée. Il faut, deuxièmement, que les grandes banques, mais aussi les autres, réduisent les risques qu'elles ont dans leur propre bilan, mais aussi au-delà. On a vu aux États-Unis ce phénomène qu'on appelle la titrisation. Une banque américaine donnait un crédit hypothécaire à quelqu'un qui n'avait pas les moyens pour payer sa dette hypothécaire, le fameux subprime. Ensuite, la banque qui avait donné un crédit hypothécaire savait qu'il y avait un risque. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait mettre ce risque hors bilan. Elle vendait des titres dont le sous-jacent était ce crédit hypothécaire. Et donc, le risque était mis sur le dos de celles et ceux qui achetaient les titres. Tant que le débiteur hypothécaire payait ses intérêts, la banque pouvait rémunérer les acheteurs des titres dont le sous-jacent était l'immeuble. Mais quand le débiteur hypothécaire a dit « Désolé, je dois mettre la clé sous le paillasson parce que je n'ai pas de quoi payer mes intérêts hypothécaires », la banque n'a pas pu verser les dividendes ou les intérêts sur les titres qu'elle avait émis. Et donc, la question a donné lieu à une crise de subprime. Donc, même les risques hors bilan, apparemment hors bilan, on a mis le risque hors de la porte. La banque a titrisé les créances, donc le titre est sorti de son bilan, mais le risque est rentré par la fenêtre. Donc, c'est clair. Pour réduire ces risques, il faut augmenter, mais de manière considérable, les ratios de fonds propres. Je dis depuis des années, mais personne ne m'a écouté. Enfin, si, une fois, j'étais invité par la FINMA, 2011, je crois, 2012. J'étais invité par la FINMA. Ce n'est pas moi qui ai demandé d'être invité, c'est eux qui m'ont invité. Je fais une conférence où j'ai expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, une réforme structurelle. Et puis la question qui m'est posée par quelqu'un qui travaillait à l'époque à la FINMA, elle dit, mais quand vous présentez vos idées, qu'est-ce que disent vos collègues? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent mes collègues, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition? Est-ce que ça fait sens ou pas? Donc, ce n'est pas le consensus qu'il faut chercher, mais il faut penser. Alors, c'est clair que, moi j'avais dit déjà à l'époque, écoutez, lorsqu'on demande un crédit hypothécaire, il faut 20, voire 25% de fonds propres. N'est-ce pas, si vous voulez acheter une maison, la banque vous dit, OK, quel est votre certificat de salaire? Elle regarde, vous devez avoir un certain salaire pour être sûr que vous payez les intérêts sur la dette. Et puis, vous devez apporter du capital, des fonds propres, au moins 20% du prix de l'immeuble. Alors que les ratios de fonds propres exigés par les banques too big to fail sont 12, 14%, pas plus. Lorsqu'on achète un immeuble, un objet physique, une garantie, on doit apporter 20 à 25% de fonds propres. Et lorsqu'une banque prête une somme faramineuse pour acheter des titres, qui souvent c'est du scratch paper, elle doit maximum avoir 14,5% de fonds propres. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Moi, je dis qu'il faut augmenter à moins 50% des fonds propres, si pas à 100% pour les activités spéculatives. Et ce 100%, ça fait sens. Full reserve banking, ça, c'est une expression aussi américaine. Full reserve banking, c'est que les banques qui prêtent une somme pour des activités purement spéculatives, qui n'augmentent pas le revenu national, doivent avoir d'abord cette somme.
Si vous me demandez 1 milliard de francs, je veux bien vous le prêter, mais pour le faire, je dois les avoir. Je dois avoir ce milliard de francs. Ou alors emprunter auprès d'une banque pour vous le prêter. Moi, je ne suis pas une banque. Mais les banques ont ce pouvoir apparemment métaphysique de prêter des sommes qui n'existent pas, qu'elles n'ont pas récoltées. Les banques sont spéciales, disait James Tobin. Joseph Schumpeter disait « Loans make deposits » pour les banques. Alors que beaucoup d'économistes pensent que les banques, c'est juste des intermédiaires financiers. Elles ne peuvent pas prêter une somme qu'elles n'ont pas. Non, elles le font. C'est pourquoi il faut réglementer les banques différemment que les assurances ou les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs. Si vous allez chercher un crédit hypothécaire auprès d'une assurance, les assurances font désormais aussi des prêts hypothécaires. Et l'assurance doit avoir cette somme, ou bien parce qu'elle obtient une ligne de crédit bancaire, ou bien parce qu'elle a récolté une épargne, ou bien parce qu'elle a mis des profits à côté. Elle ne peut pas vous prêter une somme qu'elle n'a pas. Les banques le font. C'est pourquoi il faut, à quelque part, leur dire, écoutez, si vous prêtez des sommes que vous n'avez pas pour des activités purement spéculatives, on vous interdit de le faire. Si vous prêtez des sommes pour des entreprises pour payer les salaires, alors ça crée un revenu national. Vous devez le faire, vous pouvez le faire sans avoir une épargne là, parce que si vous payez des salaires avec un crédit, ça forme un dépôt, un nouveau revenu, une épargne qui finance ce crédit ex post. Mais si vous prêtez entre elles des sommes, 400 milliards de francs sur une journée ouvrable, pour des activités largement spéculatives, qui ne créent aucun revenu national nouveau, alors là, vous devez prêter seulement ce que vous avez. Et c'est facile à voir si la comptabilité des banques est transparente, ce qu'il n'est pas, en l'occurrence. Et donc, il faut empêcher que les crédits bancaires ex nihilo, à partir de rien, puissent être octroyés pour les activités qui ne font pas augmenter le PIB. Richard Werner, l'un des économistes qui a été sollicité parce qu'il avait vu arriver la crise de subprime en 2008, a dit il y a des transactions qui font augmenter le PIB, GDP-based transactions, celles-là peuvent être financées, doivent être financées par des crédits ex nihilo, parce que ça crée un revenu national nouveau. Mais il y a des activités qui ne font pas augmenter le PIB, non-GDP-based transactions. Et celles-là, on ne peut pas faire en sorte que les banques continuent à financer ça en créant de toutes pièces la monnaie. Donc, c'est pourquoi je propose dans le sillage des travaux de Bernard Schmitt, qui était professeur dans ce bâtiment au siècle passé, qui était mon directeur de thèse ici. Je pense bien à lui, il est décédé en 2014. Alors, Bernard Schmitt avait dit qu'il faut séparer la comptabilité des banques en deux départements. Un département pour l'émission de monnaie, l'autre département où on enregistre tous les crédits octroyés. Monnaie et crédit, ce n'est pas la même chose en termes analytiques. La monnaie apparaît par le biais du crédit, mais la monnaie mesure à la fois l'actif et le passif des banques. C'est une unité de mesure. Alors que le crédit, lui, apparaît à l'actif du bilan des banques. Au passif, on a des dépôts. Donc, il faut séparer la comptabilité des banques en deux et interdire que les banques puissent créer dans le premier département, celui de l'émission, des sommes de monnaie qui ne font que nourrir des activités spéculatives. Parce que comme ça, on augmente la masse monétaire, entendez les dépôts, mais on n'augmente pas le revenu national. Donc, il y a une perte du pouvoir d'achat de la monnaie, il y a de l'inflation, même si cela ne s'avère pas sur le marché des produits. Alors, quelles sont les perspectives à moyen terme? Malheureusement, ce n'est pas dans cette direction que l'économie et la finance vont aller. La taille des banques en Suisse, mais pas seulement en Suisse, mais on est en Suisse, on travaille et on étudie la Suisse. La taille des banques en Suisse va augmenter, comme je l'ai dit. Le nombre de banques en Suisse sera réduit parce qu'on a vu que si on a une banque too big to fail, on a une garantie de sauvetage public. Si on a une petite banque régionale, par contre, on risque de partir en faillite et puis c'est les actionnaires, les déposants qui en payent les conséquences. Et puis, non seulement les banques sont amenées à s'agrandir, mais sont amenées à spéculer encore plus, sachant qu'au grand casino de la finance globalisée, si c'est pile qui sort, ils vont ramasser des bonus, des dividendes, des rendements abominables. Et si c'est face qui sort, quelqu'un va sauver les meubles, l'État. Mais si les banques vont s'agrandir, il y en aura de moins en moins. Il y aura des fusions, des acquisitions, dont la concurrence entre les banques va diminuer, ce qui va à l'encontre des principes de l'économie libérale tels que la Suisse prétend être. La réglementation financière et la surveillance de la FINMA vont être émasculées. Quelque part, on a vu que si on veut durcir, à Berne, il y a eu une session spéciale il y a quelques jours, déjà 2 semaines, plus, le temps passe vite.
La session spéciale de Berne, j'étais interpellé par le Parti socialiste pour faire une motion. Je leur ai dit ce que je répète ici. Mais d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, le débat à Berne s'est concentré sur l'augmentation d'un petit peu des ratios de fonds propres, une augmentation marginale des ratios de liquidité. On pense durcir comme ça les règles, mais on a vu que ce n'est pas assez. Au contraire, ça risque de créer une fausse illusion et d'amener les gens encore à acheter des actions de la nouvelle banque UBS, de garder leur dépôt là-dedans, parce que de toute façon, il y a une garantie publique. Et je disais tout à l'heure, les banques qui sont trop grandes pour faire faillite sont aussi trop grandes pour être surveillées correctement. Parce que c'est des banques non seulement en Suisse universelle, banque d'investissement, banque commerciale, gestion de fortune, mais c'est des banques globales. Crédit Suisse a eu des problèmes, notamment aux États-Unis. Archegos, Greensill et d'autres amendes que Crédit Suisse a dû payer, c'est aux États-Unis. Comme d'ailleurs UBS a eu des problèmes avec sa banque d'investissement aux États-Unis. Mais après, c'est le contribuable suisse qui doit sortir l'argent du porte-monnaie. Et ces banques sont trop grandes pour être surveillées. Même le directeur général, le CEO, ne peut pas savoir tout ce que la banque fait à travers le monde. C'est un monstre. 100 000 ou 120 000 collaborateurs si on fait la somme de Crédit Suisse et UBS en état. Donc, la prochaine crise financière ne va pas tarder à éclater. La taille des bilans bancaires, les risques que les banques assument vont augmenter. Et la globalisation des activités financières va l'emporter sur la surveillance qui, elle, est limitée au pays dans lequel l'autorité a son siège. La FINMA à Berne regarde, si possible, ce qui se passe en Suisse. Déjà, c'est difficile de récolter toutes les informations. Et qui plus est, si on regarde au-delà de la Suisse, on n'a pas un échange d'informations. Les autorités de surveillance sont en concurrence les unes les autres pour éviter qu'une partie des activités aille ailleurs. Donc, on dit, on regarde, mais pas trop. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour tout de même que me présenter brièvement, j'ai travaillé pendant 12 ans comme directrice de l'Association suisse des employés de banque. Après avoir eu une carrière syndicale traditionnelle, que j'ai beaucoup aimée, les raisons pour lesquelles j'étais travaillée dans ce secteur, enfin, je n'ai pas travaillé dans le secteur, parce que mais avec ce secteur, d'une part, c'était parce que j'étais un peu obligée, j'avais un petit peu des problèmes, voilà, avec mes autres collègues. Et d'autre part, parce que ça m'intéressait. Je suis foncièrement anticapitaliste et les banques sont le pilier du capitalisme. Et j'avais pensé que c'était un défi intéressant. Je ne dirais pas que j'ai espéré changer les banques, mais j'ai tout de même commencé en espérant pouvoir susciter certains mouvements dans les banques. Et j'en arrive au sujet qu'on a maintenant. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des employés de Crédit Suisse qui sont dans la salle, qui ont été ou bien qui sont encore employés dans Crédit Suisse? Bravo, bravo. Parce que, franchement, si dans une autre entreprise, on annonçait une fusion pareille avec les licenciements potentiels à la clé, il y aurait des manifestations. Il y aurait des gens qui descendraient dans la rue, il y aurait des protestations. Et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Et il s'agit de comprendre, à mon avis, pourquoi est-ce que dans les banques, il y a si souvent pas de mouvement quand il y a des restructurations. Et des restructurations, je peux vous dire qu'il y en a toujours, surtout justement à l'UBS et à Crédit Suisse, et ça ne bouge jamais. Si je dis des bêtises, vous pouvez me corriger. Hein. Et ce que j'ai constaté, c'est que les banques sont très, très créatives plutôt, quand il s'agit de développer des nouveaux modèles de gestion du personnel. Et effectivement, les banques ont initié des modifications de gestion du personnel qui ont été ensuite reprises par des autres entreprises, et jamais dans l'intérêt des employés de banque, toujours dans l'intérêt des employeurs et des actionnaires. L'autre chose que je voudrais dire, si j'étais venue, je pense, il y a 2 ans,
ici et que j'aurais demandé qui d'entre vous rêve de travailler dans une banque, j'imagine qu'il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient levé la main. Puis si j'avais dit qui rêve de travailler à l'UBS, au Crédit Suisse, il y aurait certainement eu beaucoup d'entre vous peut-être aussi qui auraient intérieurement pensé moi. Parce qu'effectivement, on pense à juste titre à partie que travailler dans une banque, c'est gagner le jackpot. Ce n'est pas toujours le cas, je peux vous l'assurer. Le jackpot, comme le disait M. Rossi, il y en a quelques-uns qui l'ont et qui l'ont dans tous les cas, même quand ils font des bêtises, même quand ils font des projets qui sont débiles, mais il y en a une grande partie qui ne l'ont jamais et puis qui doivent accepter des conditions de travail relativement difficiles. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Crédit Suisse, j'aimerais vous présenter un petit peu les caractéristiques de Crédit Suisse. D'abord, une caractéristique importante de Crédit Suisse qui est encore beaucoup plus forte qu'à l'UBS parce que les deux banques ont des méthodes de gestion du personnel assez semblables. Mais chez Crédit Suisse, c'est particulièrement fort, c'est le besoin de tout contrôler. Mais vraiment de tout contrôler. Et je prends l'exemple du plan social qu'on a signé, que nous avons aussi signé. Moi, je l'ai aussi signé, ce plan social. Que vous sachiez, c'était... Bon, voilà, c'est un plan social qui n'est pas génial, mais surtout ce qui est dangereux dans ce plan social, c'est que les personnes qui perdent leur travail dans une autre entreprise, dans une restructuration, on négocie un plan social, puis on négocie en général une indemnité de départ. Chez Crédit Suisse, il y a 0 centime d'indemnité de départ, pas 1 centime. Il y a un système d'abord, quand moi j'ai commencé, quand il y avait des restructurations, je parlais de licenciement. Et à chaque fois, le responsable du personnel me disait « Chez nous, on ne licencie pas ». Et c'est vrai, à Crédit Suisse, il n'y a pas de licenciement pour motif structurel, pour motif économique. Parce que les personnes qui sont dans la charrette des licenciements, enfin des disparitions de postes, elles doivent signer un accord de départ. Donc, elles sont d'accord de partir à certaines conditions qui sont fixées dans le plan social, qui prévoient une prolongation du délai, pas de licenciement. Ils disent Freisetzung, les personnes sont libérées de l'obligation de travailler pendant une période qui varie, qui peut aller jusqu'à 1 année. Et durant cette période, elles sont encouragées à trouver un poste de travail à l'intérieur du CS ou bien à l'extérieur. Et si elles trouvent un poste de travail avant, elles partent et puis elles reçoivent rien. Puis la banque économise justement l'argent du plan social. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que parce qu'il y a ce plan social et l'espoir de garder, de trouver un poste au Crédit Suisse, les personnes ne bougent pas. Les personnes ne bougent pas du tout. On espère tout de même. Alors, j'aimerais savoir ce qui va se passer maintenant parce que j'ai encore contrôlé. Le plan social, il arrive à échéance à la fin de l'année. Donc, ça fait 6 mois. Il y a 6 mois d'audit. Et après, ce sera, j'imagine, pour les personnes, le plan social UBS qui sera valable, qui lui ressemble, mais qui est un tout petit peu plus généreux en termes de durée. Et puis, il y a aussi des indemnités qui sont prévues pour les personnes qui partent à la retraite anticipée. Donc, selon moi, déjà là, il y a une perversité. Une perversité quand on vous interdit de prononcer le mot licenciement alors que les personnes vont perdre leur travail. Mais c'était vraiment quelque chose de fort. Moi, je me suis fait vraiment remonter les bretelles plusieurs fois. Et ça veut dire que les personnes, je veux dire, il y a aussi des processus psychologiques qui ont lieu. Et là, les personnes ne pouvaient même pas faire le deuil d'un emploi puisque elles étaient dans un processus où on leur laissait entrevoir l'espoir de rester dans cette immense famille du Crédit Suisse. Donc maintenant, ce plan social, l'UBS a le même système. Le même système, il n'y a pas d'indemnité de départ, justement, sauf pour les retraites anticipées. Mais actuellement, on sait qu'il y aura des milliers de postes qui seront perdus. Et donc, pour la majorité des personnes qui sont concernées, il y a très peu d'espoir de retrouver un poste de travail à la prochaine UBS. Et il serait temps maintenant que les personnes bougent. Pour que les personnes bougent, là, je fais une petite attaque, une petite pique à mes collègues qui travaillent à la ZEB. Moi, j'attendrais qu'ils aillent devant les banques et qu'ils leur offrent une alternative parce qu'effectivement, les employés de banque actuellement qui sont à Crédit Suisse, ils sont très seuls. Il n'y a personne
qui les soutiennent. Ils ont demandé une task force qui aurait dû être mise sur pied à la fin du mois de mars. J'ai rien entendu, mais une task force, elle va négocier un plan social qui sera du même acabit parce que l'UBS aura un pouvoir énorme et je ne pense pas qu'il y aura de grandes modifications dans l'esprit du plan social. Le contrôle, il se manifeste aussi d'une autre façon qui est beaucoup plus triste, enfin, qui est aussi triste parce que tous les contrôles sont tristes, c'est parce qu'il y a des commissions d'entreprise, donc aussi bien à l'UBS qu'au Crédit Suisse, alors que dans beaucoup de banques, il n'y a pas de commission d'entreprise. Et on pourrait croire qu'avoir une commission d'entreprise, c'est quelque chose de bien. Et nous, dans notre expérience, ces commissions d'entreprise ont toujours été un frein. Si j'ai signé ce plan social, à l'époque, c'est parce que la commission d'entreprise nous a dit de signer ce plan social. Ils le voulaient, ce plan social. Et quelque part, une commission d'entreprise est élue par le personnel. Donc, quelque part, moi, je suis de l'extérieur, je suis mal prise à dire, mais ce n'est pas un bon plan social. Et c'est le cas, à l'UBS, on n'a pas signé le plan social. La commission d'entreprise nous a jetés dehors, alors que le plan social précédent était encore avec des indemnités de départ. Mais voilà, la commission d'entreprise, c'est des employés qui ont aussi peur de perdre leur emploi. Il n'y a aucune garantie d'emploi. Et je connais très peu d'entreprises où les commissions d'entreprise sont très courageuses. J'en ai connu à Edipresse, par exemple, mais c'est assez rare, franchement. Et nous, on a pu négocier des bons plans sociaux quand il y avait des restructurations, là où il n'y avait pas de commission d'entreprise, où on pouvait vraiment aller avec notre indépendance et puis mobiliser le personnel. C'était le cas, par exemple, à BNP Paribas ou à Lloyds ou à des banques de ce type. Voilà. Une autre façon ils ont aussi des commissions européennes d'entreprise. Donc, il y a un contrôle général et dans ces commissions européennes d'entreprise, la direction est fortement présente, on accueille les gens, mais ce n'est pas des commissions. On pourrait s'imaginer maintenant, c'était le cas quand il y avait des restructurations de Crédit Suisse, j'avais demandé au président de la commission du personnel, mais est-ce que vous n'allez pas, je veux dire, les restructurations, elles ont lieu dans le monde entier, est-ce que vous n'allez pas vous unir avec les Allemands qui ont Verdi, avec les Luxembourgeois, enfin bref, avec tous vos collègues pour demander des améliorations? Non. Sa réponse était, nous, on veille à nos emplois en Suisse et les emplois de l'Allemagne, des autres pays, c'est nos concurrents. Donc, même à l'intérieur du BS, les commissions d'entreprise se percevaient comme étant concurrentes. Comment vous voulez créer un rapport de force dans ces conditions? Ensuite, bon, c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, la façon dont on informe les personnes que leur poste disparaîtra. On les informe, on les accompagne à leur poste de travail et puis ils partent. Ils peuvent, dans la plupart des cas, n'ont pas dire au revoir à leurs collègues, donc ils sont aussi fortement isolés une fois qu'ils ont perdu leur poste de travail, d'où aussi une difficulté supplémentaire pour créer un rapport de force, pour demander, pour exiger des améliorations ou des réductions des postes biffés. Et puis, encore une autre méthode qui est très importante, c'est les questionnaires. Régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, les banques font un questionnaire envoient un questionnaire à leur personnel pour leur demander comment elles se sentent, comment sont leurs conditions de travail. Et on pourrait s'attendre à ce que, parce que nous, les rapports, les feedbacks qu'on avait, c'est tout de même beaucoup d'insatisfaction, surtout quand il y avait des restructurations, mais aussi un sentiment, il y a des pressions très fortes sur les employés de banque à répondre à des objectifs et il y a toujours une crainte. D'une part, ils doivent chercher des clients, chercher de l'argent, et d'autre part, ils doivent obéir à des instructions, connaître ton client, etc., qui limitent leur possibilité de faire de l'argent. Donc, il y en a un qui me disait, moi, j'ai toujours un pied à la prison parce que je viole une loi, et puis un pied dans la caisse de chômage parce que j'ai pas suffisamment cherché d'argent. Donc, c'est tout de même une situation, ben là, il est d'accord avec moi. Donc, c'est difficile, c'est pas des conditions de travail très agréables, d'autant plus que chacun se méfie de chacun. Mon collègue, c'est pas mon ami, mais c'est mon
c'est mon concurrent. Si lui est très bon, donc moi, je serai peut-être un peu moins bon parce qu'il y a encore ça, les évaluations. Donc, dans ces questionnaires, on pourrait s'attendre à ce que les gens disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Bah, pas du tout, parce qu'ils sont convaincus. Moi, j'en doutais, mais j'ai compris que c'est vrai. Ils sont convaincus que s'ils répondent honnêtement, on saura qui c'est. Parce que les questions sont tellement conçues de façon en entonnoir que finalement, on arrive à savoir que c'est de ce secteur, etc., que cette personne a répondu, et puis on arrive à les retracer. Et ça, c'est mal vu. Enfin, voilà. Donc, ces questionnaires, c'est bidon, mais vis-à-vis de l'extérieur, ils peuvent dire, la satisfaction du personnel est très grande. Et puis, il y a encore les évaluations. Les évaluations, c'est aussi quelque chose qui est très pénible, je crois, pour la plupart des employés de banque. Et là, on était intervenu, notamment avec Schwab, l'ancien conseiller national, parce qu'ils avaient introduit ces systèmes de cours de Gauss, c'est-à-dire que chaque responsable du personnel, enfin chaque chef, devait avoir un certain nombre d'employés mauvais, quels que soient les résultats de l'employé dans son équipe. Une équipe très performante, qui a de très bons employés, elle devait tout de même te trouver quelques employés qui n'étaient pas performants. Avec comme conséquence, je dirais, chacun après se débrouille toujours dans ce genre de système que moi je dis totalitaire. Alors, il y avait des chefs qui disaient, écoute, cette année, moi, tu ne seras pas trop bien, mais l'année prochaine, tu seras mieux, etc. Parce qu'ils étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise avec ce système qui ne correspondait à rien et qui, par ailleurs, selon Schwab, était illégal. Parce qu'il violait les droits de la personnalité. Donc, tous ces éléments font qu'effectivement, il y a un contrôle énorme sur les employés et ce qui suscite une méfiance, mais je répète ce que j'ai dit au début. Ce qui se passe à Crédit Suisse, c'est ce qui se passe dans la Suisse aussi, hein, à plus petite échelle. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de savoir comment fonctionnent ces banques. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, cette méfiance généralisée, et c'est pour ça que, par exemple, on avait très peu de membres, de personnes qui étaient membres de notre association, de notre syndicat, ça aussi c'était un mot tabou, parce que les personnes ont peur que ça se sache qu'ils sont membres de notre syndicat. Ils croyaient que s'ils étaient membres, ils auraient des désavantages. Donc, vous voyez les conséquences. Les employés sont seuls, ils sont soumis à des conditions de travail difficiles, ils ont toujours peur de se faire licencier parce que les restructurations, il y en a tout le temps. Et malgré tout, on reste là. Vous vous direz, pourquoi est-ce qu'on reste là? Parce que tout de même, et ça c'est la deuxième chose, il y a une politique de la carotte et du bâton. C'est vrai que les conditions salariales ne sont pas mauvaises dans une banque, bien que quand on est plutôt vers le bas de l'échelle, c'est non plus pas mirobolant, c'est surtout les femmes d'ailleurs. Mais il y a tout de même cette perspective du bonus. Cette perspective du bonus qui peut être assez importante. Je veux dire, quand je parle des employés de banque, je ne parle pas des cadres supérieurs, mais ça peut faire 2 ou 3 salaires mensuels dans le meilleur des cas. Dans beaucoup de cas, c'était aussi beaucoup moins. Mais la possibilité d'avoir un bonus si important, c'est comme une chaîne, c'est quelque chose qui est malsain. Nous, on s'était engagés, on avait demandé que le système soit aboli en faveur d'un 13e salaire que les employés de banque n'ont pas. Là, naturellement, ça n'a pas été donné. Moi, je suis convaincue que le système des bonus est contre-productif, même pour les banques, parce qu'il suscite des attitudes qui sont négatives au niveau de l'esprit d'équipe. Et même s'ils ont introduit aussi en partie des bonus qui se donnent par équipe, voilà. Un troisième élément important pour les banques, j'arrive bientôt à la fin de mon temps, c'est la pression au résultat. Donc, il y a des objectifs très élevés qui sont définis, pas toujours en discussion avec les employés. On exige d'eux une grande flexibilité, ne pas être flexible, ne pas accepter des changements de poste, c'est mal vu. Et puis, la conséquence de ce système-là, c'est qu'il y a une culture d'entreprise qui se développe avec cette méfiance généralisée. On a été distribué des tracts devant Crédit Suisse et UBS. Les gens ont peur de prendre un tract. Ils ont peur de prendre un papier. Tu as été distribué, il y en a quelques-uns qui ont pris. Tu as eu de la chance, c'est peut-être parce qu'il y a... Moi, j'ai été reçu. Mais vraiment, c'est pas qu'on est mal reçu, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de prendre ce document parce qu'ils ont peur d'être observés, parce que ce soit vu.
Donc, et puis, on a peu de membres dans les syndicats, donc les gens restent seuls. Et puis, il y a ce système tout de même de tous contre tous, en Suisse contre l'Allemagne et les autres pays, à l'intérieur contre mes collègues. Voilà. J'aimerais tout de même dire encore un mot concernant justement l'esprit créatif des banques, pour montrer un tout petit peu où ils ont été pionniers, mais quand je dis pionniers, ce n'est pas dans le sens positif, naturellement. Donc, au temps de travail, c'était les premiers qui ont flexibilisé le temps de travail. Bon, moi, je suis contre la flexibilité du temps de travail, que vous le sachiez. Je pense que peut-être je ne rencontre pas beaucoup d'écho parmi les jeunes. Mais cette flexibilité veut dire que vraiment, il y a des gens qui travaillent des heures pas possibles. D'ailleurs, quand on est intervenu parce qu'il y avait les gens ne pointaient pas, ne marquaient pas leur temps de travail. Et pour les banques, c'était quelque chose de très avantageux. On a eu beaucoup de peine à convaincre les employés qu'ils y perdaient. Ils y perdaient en heures supplémentaires. Ils travaillaient beaucoup plus d'heures que ce qui était... La plupart d'entre eux travaillaient beaucoup plus d'heures que ce qu'ils auraient dû faire. Et même de façon illégale, tard dans la nuit, etc. Bon, maintenant, en tout cas, ils badgent en fonction de la loi sur le travail. Certains nous disaient qu'ils travaillaient même après avoir badgé, après avoir dit qu'ils sortaient. L'âge de la retraite, c'était parmi les premiers aussi qui ont augmenté l'âge de la retraite officielle à 65 ans pour les hommes et les femmes, mais il y a de nombreuses années de ça. Hein. Dans la caisse de pension, naturellement, à l'AVS, ils recevaient l'AVS à 64 ans, mais pour avoir la caisse de pension, ce qui est au-dessus du minimum légal, il fallait attendre 65 ans. Donc, la plupart travaillaient jusqu'à 65 ans. Les plans sociaux, ce plan social d'UBS et de Crédit Suisse, je crois que j'ai entendu dans la pharmacie, ça a aussi été, dans la pharma, ça a été repris. Et puis l'outsourcing, c'est aussi été parmi les premiers à outsourcer à l'étranger pour économiser les coûts. Voilà. Ah oui, j'ai encore un petit exemple, tout de même de Crédit Suisse, excusez-moi. Il y a 3 ans, c'était juste avant que je termine, l'Aargauer Bank, qui appartenait à Crédit Suisse, la Crédit Suisse a décidé qu'ils allaient le fusionner. Donc, c'était une banque indépendante, mais qui appartenait à Crédit Suisse. Et là, on s'est dit, ben, il y aura beaucoup d'emplois qui seront perdus. C'était une banque qui fonctionnait bien, qui avait des bons résultats, mais ça faisait partie de la stratégie de la banque. Les banques ont souvent des stratégies qui ont comme conséquence des réductions d'emplois et jamais les employés n'ont entendu une évaluation des projets qui ont été mis en place. Jamais. Je ne sais pas s'ils le font à l'interne, mais j'en doute. Bref, cette banque qui fonctionnait bien devait disparaître. Et là, on s'est dit, mais tout de même, c'était une petite banque, on a pu organiser une assemblée du personnel, ils sont venus. Et on a présenté, puis je sentais dans la salle que quand on présentait les possibilités d'action pour demander que moins de postes soit disparaissent ou qu'il y ait des soutiens pour les familles, enfin bref, ce qu'on fait d'habitude, je sentais que ça frémissait un tout petit peu. Et la commission d'entreprise est intervenue, mais c'était vraiment violent. Et ils ont renversé la vapeur et il n'y a rien qui s'est passé. Alors que quelque chose aurait pu se passer. Vraiment, là, ils utilisent vraiment les employés aussi pour mettre le calme. Voilà, je termine là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a encore envie de travailler chez Crédit Suisse ou à UBS. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Je vous répète la démarche pour les questions, juste pour être en clair. On commencera peut-être à récolter 2-3 questions de la salle. Oui, j'arrive. Et puis, on passera à voir sur le chat, il y aura des questions des personnes qui sont connectées via Zoom. Pour le moment, il n'y a pas de questions écrites, donc je vous invite, pour ceux qui sont connectés via Zoom, à écrire vos questions. Oui, monsieur. J'ai une question. Pour monsieur, je n'ai pas compris pourquoi des activités bancaires qui augmentent la masse monétaire n'augmentent pas le revenu national. Et une question pour madame. Que signifie pour vous
Euh, alors, du coup, la première question, c'est pour professeur Rossi, et ça verte sur qu'est-ce que sont les activités bancaires de crédit qui n'augmentent pas le revenu national. Et la deuxième question, c'est pour Madame Chevret, et c'est en gros, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être anticapitaliste? Alors, merci pour la question. Je ne vais pas donner un cours d'économie, ce n'est pas l'endroit, même si c'est une université ici. Mais il faut distinguer monnaie et revenu. Moi, je dis toujours à mes étudiantes et étudiants, ils peuvent être témoins ici, si vous avez 1 million de francs suisses, pour savoir si vous êtes riche ou pauvre, ou de la classe moyenne, avec 1 million de francs suisses, vous devez savoir qu'est-ce que vous pouvez acheter avec. Et pour dépenser 1 million de francs suisses sur le marché des produits, il faut déjà que quelqu'un ait produit des voitures, des bijoux, n'importe quoi. Et c'est la production qui engendre le revenu. Le revenu, c'est un pouvoir d'achat. Si j'ai 1 million de francs suisses, j'ai un certain pouvoir d'achat, c'est le revenu que j'ai gagné par mes activités financières, par mon travail, parce que j'ai hérité un patrimoine de mes parents ou de mes grands-parents. C'est un revenu. Le revenu résulte d'une production. Il y a une valeur ajoutée dans la production. Le salaire reflète ou est censé refléter la valeur ajoutée. Le travail ajoute une valeur. On transforme des matières premières pour en faire des produits finis. On a transformé le bois pour en faire des chaises, des bancs, etc. Donc, on transforme la matière et l'énergie pour faire des biens ou des services qui sont censés répondre aux besoins des ménages, des entreprises, de l'État. Donc, c'est la production qui engendre un revenu. Le revenu, c'est une somme de monnaie à laquelle est associé un bien ou un service. La monnaie n'est qu'un nombre, c'est un chiffre. La monnaie mesure la production, mais la production est le résultat de l'activité des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont rémunérés pour ça. Donc, si la Banque nationale ou si une banque quelconque crée une somme de monnaie, ça c'est simplement une unité de compte, c'est un nombre d'unités monétaires. Mais le pouvoir d'achat de cette somme de monnaie doit être produit. Et si rien n'a été produit, il n'y a pas de revenus, il y a seulement des sommes de monnaie. Donc, les banques qui donnent des crédits à des entreprises pour payer les salaires permettent de ce fait de faire augmenter le revenu national. Les dépôts bancaires que les salariés reçoivent lorsque l'entreprise leur paye les salaires à la fin du mois grâce à la ligne de crédit que l'entreprise a ouverte auprès de la banque, il y a une création monétaire, mais qui va avec une nouvelle production, et ensemble, monnaie et produit, ça fait le revenu national. Tandis que si une banque ouvre une ligne de crédit, non pas à une entreprise, mais à une autre banque, afin que cette autre banque achète des titres financiers, là, il y a une dette, la banque qui a emprunté auprès de la banque A, la banque B qui reçoit une ligne de crédit, l'utilise pour acheter des titres, mais il n'y a pas une création de valeur. Les transactions financières n'ajoutent pas de la valeur. Il n'y a aucun produit nouveau qui apparaît. Il n'y a pas de revenus supplémentaires qui se forment. Donc, les banques qui octroient des lignes de crédit pour des activités qui n'ont rien à voir avec la production de nouveaux revenus créent plus de monnaie, ça fait augmenter la masse monétaire, entendez le volume de dépôt bancaire dans le système en Suisse, mais le pouvoir d'achat est dilué comme ça. Le revenu national, qui auparavant a été porté par, disons, 800 milliards de francs, maintenant, si les banques créent 200 milliards supplémentaires par le crédit qu'elles octroient pour des activités financières, ça fait augmenter la masse monétaire, le volume de dépôt bancaire à 1000 milliards de francs. Mais si le revenu national est de 800 milliards, le PIB est de 800 milliards, c'est qu'il est dilué dans un nombre supplémentaire, dans un nombre accru d'unités monétaires. C'est ça l'écart inflationniste. La masse monétaire enfle, le produit national, lui, n'augmente pas. Donc, le ratio, le rapport entre les deux, crée un écart inflationniste. Même si on ne mesure pas sur le marché des produits, parce que les 200 milliards que les banques se prêtent entre elles ne sont pas dépensés pour acheter des biens et des services. Ils sont achetés sur les marchés financiers. Donc, la Banque centrale est censée faire en sorte que les prix restent stables sur le marché des produits. Augmentation des prix à raison de 0,2%,
Ça, c'est l'objectif d'inflation. Mais cela pourrait être le cas alors qu'il y a une inflation ailleurs sur les marchés financiers, où les banques se prêtent entre elles des sommes faramineuses pour acheter des titres. Donc, la masse monétaire peut enfler sans aucun lien avec la production. Ça crée un écart inflationniste qui n'est pas observé par la mesure de l'IPC, l'indice de prix à la consommation, parce que cette somme de monnaie que les banques créent de toutes pièces n'est pas dépensée pour acheter des biens ou services. C'est pourquoi je dis toujours, stabilité des prix, c'est une chose, stabilité monétaire et financière, c'est autre chose. En Suisse, on a fait une réforme complète de la loi sur la Banque nationale et entrée en vigueur le 1er mai 2004. Article 5, alinéa 2, lettre E de cette loi dit « La Banque nationale suisse doit contribuer à assurer la stabilité financière ». C'est bien différent que de dire « stabilité des prix à la consommation ». C'est plus facile d'assurer la stabilité des prix à la consommation que la stabilité financière, qu'on ne sait pas d'ailleurs mesurer. Quel indicateur va-t-on utiliser pour la stabilité financière? Pour la stabilité des prix, c'est l'IPC, l'inflation de base, la core inflation, peu importe. Et qui plus est, on a une fourchette 0,2% où un consensus dit si les prix augmentent à raison de 1, 1,5, 2% par année, c'est bon, les prix sont stables. La Banque centrale atteint son objectif. Mais la stabilité financière est bien plus difficile à définir, donc à mesurer. Et finalement aussi, avec les outils de la politique monétaire, c'est très difficile de faire en sorte que celle-ci soit atteinte. Mais à mon sens, il faut revenir à la nature de la monnaie. Elle est émise par le biais du crédit bancaire. Et le crédit n'est pas forcément lié à une croissance de revenus, à la production. Donc, monnaie et revenu, c'est deux objets d'analyse différents. La monnaie émise par les banques, le revenu, c'est le résultat de la production. Donc, les banques ont le pouvoir métaphysique de créer quelque chose à partir de rien, mais ce n'est pas un pouvoir d'achat qu'elles créent. Comme Bernard Schmitt le disait, elles vont splitter le nombre 0 en plus x moins x. Le nombre 0 reste 0, plus x moins x, ça fait 0. Mais le fait de splitter 0 en plus x moins x, ça fait que la banque donne plus x à une entreprise afin qu'elle paye ses salaires. Et on a plus x, revenu national, qui découle de cette production payée par l'entreprise grâce à la ligne de crédit bancaire. Mais ce splitting du nombre 0 en plus x moins x, s'il n'est pas associé en production, ça crée une dette. La banque B doit rembourser la banque A s'il a obtenu une ligne de crédit. Mais cette ligne de crédit ne peut être remboursée que s'il y a un revenu nouveau qui apparaît dans l'économie. Sinon, il y a trop de dettes par rapport au revenu, c'est ce qui existe à présent. Si vous regardez, et je termine par là, si vous regardez le produit intérieur brut mondial, pas seulement d'un pays, mais de l'ensemble des pays, et vous regardez la valeur nominale, notionnelle des produits dérivés, de ces actifs financiers très complexes et opaques, les produits dérivés ont une valeur nominale qui est quelques 100 fois plus grande que le produit intérieur brut de l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, il y a un problème, visiblement. Il y a trop de dettes et pas assez de revenus pour les repayer. Qu'est-ce que ça veut dire être anticapitaliste? Bon, ça veut dire on est dans une société capitaliste ici. Une société qui croit que chacun peut faire du profit, que le profit est à la base d'une société qui fructifie, enfin d'une société qui fonctionne bien. Et selon moi, on doit chercher une société qui n'a pas encore été trouvée. Qu'on pourrait dire socialiste, malheureusement, il y a eu des exemples fâcheux qui ont été mis en place en Russie, en URSS, etc. Mais je suis convaincue qu'il faut qu'on trouve une société où, dans le but et le bonheur et le bien-être pas de la majorité, de tous, et non pas le profit de quelques-uns, et qui ne permettent pas, justement, par exemple, maintenant, on est les otages des banques, de l'UBS et du Crédit Suisse. S'ils partent, je veux dire, la ville de Zurich est là super peur que le Crédit Suisse, enfin, des conséquences de cette décision du Crédit Suisse parce qu'il y aura moins d'impôts. On a super peur que Nestlé délocalise. Enfin, on est les otages des grandes entreprises et on ne peut presque rien faire si on n'a pas
pas des réformes, mais un changement structurel de notre société, pour ne pas dire une révolution, parce que le mot révolution, c'est aussi quelque chose qui malheureusement fait peur. Mais c'est ça, être anticapitaliste. Je n'ai pas la solution, mais je sais que ce système-là est mauvais, que ce système-là fait le malheur de beaucoup de personnes. Peut-être que les comportements, comme M. Brossi disait, ne sont pas analyser les comportements pour modifier la société, ce n'est pas suffisant, mais on peut tout de même voir certains symptômes quand on voit que l'augmentation des problèmes psychiques dans notre société, ce n'est pas rien. Cette société capitaliste qu'on a maintenant crée le malheur. Les gens qui travaillent à Crédit Suisse, ils avaient aussi un nombre énorme de burn-out, ils mangent des médicaments pour supporter la pression, et ce n'est pas que à Crédit Suisse, c'est dans toute la société. La masse monétaire du pays. Vous avez expliqué aussi que conceptuellement quelle est la différence entre cette production, mais j'aurais souhaité d'autre part vous expliquer pourquoi il y a un tel écart, parce que vous avez juste expliqué le concept, vous avez expliqué pourquoi un tel écart, pourquoi c'est 10 fois supérieur à la production mondiale, par exemple. Donc c'est spéculatif, parce que là, j'ai le sentiment que c'est que de la spéculation. Qu'il y a un écart, je veux bien, mais un tel écart, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne peut pas. Voilà, juste pour ceux qui sont connectés, je pense qu'il y a une question, une réponse. Oui, bien sûr. C'est juste l'écart entre, ça rebondit sur la première question, c'est-à-dire la différence entre le crédit, donc la monnaie et le revenu, et pourquoi il y a un tel écart entre l'émission monétaire et le revenu qui est formé dans l'activité de production. J'ai une question pour M. Rossi, de même. J'ai cru comprendre que la fusion Crédit Suisse UBS allait représenter le 5e groupe bancaire mondial en total de bilan. Quel est le premier groupe bancaire et est-ce que les mesures que vous préconisez de contrôle, de surveillance et de mise en place d'un certain nombre de choses sont déjà réalisées dans les autres pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? Ok, une deuxième question. Le nouveau groupe UBS sera le 5e groupe au niveau mondial. Quel est le premier? Une deuxième partie de la question, les mesures proposées par professeur Rossi, donc de splitter la banque d'investissement de la banque commerciale, est-ce qu'une telle mesure est déjà existante ailleurs qu'en Suisse, au monde? Et peut-être on peut prendre une troisième question. Madame, peut-être. Oui, c'est juste que c'est comme présentation, parce que vous pouvez expliquer la raison pour laquelle il faut justement séparer les banques commerciales et les banques d'investissement. Ok. La troisième question, c'est la raison fondamentale pour laquelle on devrait séparer ces deux types de banques, donc banque d'investissement et banque commerciale. Ouais, bien, on peut laisser répondre et puis on prend des autres questions après si jamais. Merci pour les questions. On a des sujets pour notre conférence. Oui. Alors, la distinction que vous faites, que j'ai pu expliquer, j'espère, clairement, c'est de dire, mais au fond, on parle de seigneuriage dans la littérature économique. Ça, c'est un mot déjà qui pose problème. Seigneuriage, c'est à l'époque du Moyen-Âge, il y avait des seigneurs qui possédaient des domaines
sur lesquels engager pas des esclaves, mais des personnes pour aller chercher les pommes de terre, par exemple. Moi, je suis le seigneur, je vous engage, j'ai un domaine ici à Estavayer-le-Lac, vous allez travailler là-bas, vous récoltez les pommes de terre, puis en échange, je vous donne non pas des francs suisses, mais des pièces de papier où je signe, je vous dois 10 francs rossi, pas des francs suisses, mais des francs rossi. C'est moi qui crée cette monnaie. Vous acceptez cela parce que vous savez que vous devez payer des impôts. Vous allez habiter aussi là où je vous ai engagé pour travailler sur mes domaines. Je vous loue quelque chose. Et puis, j'accepte que vous me payez les loyers avec ce bout de papier que je vous donne quand vous récoltez des pommes de terre pour. Donc, le seigneur, c'est quelqu'un qui achète avec sa propre promesse de paiement. Ça, c'est le seigneuriage. Il en tire un bénéfice, n'est-ce pas? Vous travaillez pour moi, vous m'apportez les pommes de terre que je vends, donc j'encaisse de l'argent. Et puis, pour le travail que vous faites, je vous donne un bout de papier et puis je vous écris, je vous dois 10 francs rossi. Puis j'accepte ce bout de papier quand je vous dis, vous devez payer les impôts ou le loyer pour les apparts que je vous loue. Donc, il y a un court-circuit là. On dit que la Banque centrale gagne un seigneuriage. En Suisse, la BNS gagne un seigneuriage par l'émission des billets de banque, dont une partie des bénéfices est distribuée au canton et à la Confédération. Mais le seigneuriage existe aussi davantage pour les banques tout court. Parce que les banques peuvent payer sans rien donner en échange. Peuvent régler leurs dettes en émettant de nouvelles dettes. Ce qu'aucun autre acteur économique ne peut faire. Donc, c'est clair que si vous avez le pouvoir d'émettre de la monnaie, vous avez ce seigneuriage, vous allez abuser de ce pouvoir pour ramasser tant que vous pouvez. Alors, les banques doivent pouvoir continuer à créer de la monnaie à partir de rien, mais seulement si cela contribue à produire du revenu national, avoir le plein emploi des gens qui veulent et peuvent travailler. Encore faut-il préserver l'environnement. Donc, une croissance économique verte, si jamais. Donc, c'est clair que les banques entre elles se prêtent des sommes faramineuses pour aller spéculer sur les marchés financiers, pour acheter des produits dérivés, des produits structurés, des devises, des cryptoactifs et j'en passe. Parce que là, il y a des gains ramassés si les choses tournent dans le bon sens. Donc, ça enfle la masse monétaire, mais ça ne fait pas augmenter le revenu national, ça ne fait pas augmenter le niveau d'emploi. D'ailleurs, ça a très peu d'influence sur les caisses publiques, sur les finances publiques. Donc, ça risque seulement de faire augmenter l'instabilité financière, la fragilité financière, qui peut créer une crise financière. Alors ensuite, quelle est la banque la plus grande au monde? Je ne connais pas le nom parce que je n'ai pas bonne mémoire, mais c'est une banque américaine. Et puis, je crois que troisième place, c'est Deutsche Bank. Le total du bilan de la Deutsche Bank est encore plus grand que le total du bilan de UBS que 1800. Donc l'Allemagne a aussi ses propres problèmes à régler. Est-ce que d'autres pays ont mis en œuvre ce que j'ai proposé? Non. À ma connaissance, peut-être un jour. Et puis la séparation banque commerciale, banque d'investissement. Il y a un conflit d'intérêts dans la banque d'investissement, mais il y a aussi un problème entre banque commerciale et banque d'investissement. Si elles sont dans le même institut, c'est que l'épargne de nous tous, que nous avons confiée à une banque qui fait tout et n'importe quoi avec, risque de partir en éclat, comme ça. Parce que font les banques avec notre épargne? Elles savent que seulement une petite partie de notre épargne, nous allons la chercher pour la dépenser. Donc, elles vont dire, si vous déposez 1000 milliards de francs, si les Suisses ou les résidents suisses déposent 1000 milliards de francs dans les banques en Suisse, les banques savent que seulement 2 milliards vont être retirés. Les autres, elles peuvent les utiliser pour refinancer leurs activités. Mais alors, s'il y a une ruée bancaire, comme c'est passé pour Crédit Suisse, la banque n'a pas suffisamment de liquidité dans son tiroir pour répondre à la demande des déposants qui se précipitent au guichet pour retirer l'argent avant que les autres le fassent et qu'il n'y a plus assez d'argent. Donc, si la banque
fait des activités de banque d'investissement, si elle spécule avec son propre argent, l'argent de ses actionnaires, voire de ses déposants, elle doit avoir une limite dans ses activités. Pas dépasser, disons, de 10% des dépôts qu'elle a récoltés. Pas faire des activités de banque d'investissement avec une création monétaire de toutes pièces qui n'a aucune limite. Si ce n'est que ex post, après coup, il va falloir mettre 10%, 12% de fonds propres par rapport à ce que les banques ont pu nourrir les crédits. Si on regarde les années 30, 33, États-Unis, Glass-Steagall Act, on n'a pas eu de crise majeure jusqu'aux années 90, fin des années 80, lorsque Clinton a dit non, maintenant il faut à nouveau permettre aux banques d'être universelles, d'être des grands supermarchés de la finance globale. C'est à partir de la fin des années 80 du siècle passé que le nombre, l'intensité des crises financières a augmenté. Les crises financières systémiques. On a eu la crise des tigres asiatiques, mais surtout la crise des subprimes. Et maintenant, on a eu la crise de la zone euro l'année suivante, 2009. Et puis, récemment, on a eu des problèmes dans le domaine des cryptoactifs, FTX, la plateforme qui a fait faillite. On a eu des banques régionales américaines en Californie qui sont parties en faillite. Hier, je lisais dans la presse qu'il y a une autre banque aux États-Unis qui est proche d'une faillite, qui doit restructurer ses activités, augmenter beaucoup ses liquidités pour éviter une ruée sur ses guichets. On a une Crédit Suisse en Suisse. C'est clair que la banque universelle pose problème. Il faut séparer les activités, banque d'investissement, banque commerciale, et puis donner des limites qu'une banque d'investissement ne peut pas dépasser. Alors, on est loin d'arriver à ce type de réglementation. J'ai une question. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y aurait une meilleure solution que ce qui a été fait? On parle de la nationalisation de Crédit Suisse, par exemple. Une autre question, vous avez parlé de limiter la taille du bilan bancaire des actifs. Comment ça se fait? Il y a des exemples. La deuxième question, c'est limiter la taille des activités bancaires, des banques. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce qu'il y a des exemples sur cette mesure? C'est une question concernant la taxation des transferts financiers. Une taxation qui commence à devenir un certain prix. Généraliser, il faudrait la fixer plus haut, ça peut être aussi un élément de frein dans cette spéculation. Question au professeur aussi encore. Qu'est-ce que vous en pensez d'une taxe sur les transactions financières? Est-ce qu'elle pourrait être utile pour justement diminuer cette activité spéculative? Une petite question aussi, comment fonctionne la Banque nationale? Est-ce qu'elle a des réserves? Et puis, ma petite banque, Alternative Suisse, quelles sont ses perspectives dans l'avenir grand pour ceux-là où elle a des chances à continuer avec son éthique? Ok, une question sur la Banque nationale, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle a des réserves? Et une petite banque Alternative Suisse, est-ce qu'elle risque de devenir une grande banque de grande taille avec les mêmes problèmes de Crédit Suisse et d'autres banques de taille majeure? Un apport sur les banques en général. Et je trouve que c'est un important. Ça, juste une remarque et un remerciement à Madame Cheret pour avoir amené le regard plus ponctuel des employés qui ont subi toute cette situation au-delà des problèmes structurels et d'ordre macroéconomique qui ont amené à cette situation.
Ouais, dernière question. Ouais. J'aurais une question aussi. Crédit Suisse, en 2016, a quand même splitté sa banque en deux entités, notamment Crédit Suisse, ça. Alors peut-être je vais prendre un raccourci, mais est-ce que la FINMA a failli sur législation et son contrôle? Et le deuxième, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de laisser partir en faillite une entité du Crédit Suisse et puis de garder l'activité du Crédit Suisse, c'est ça, qui visiblement font des bénéfices en Suisse et par les bêtises qui ont été faites avec. Ok. Dernière question en deux parties. Est-ce que la FINMA a failli dans son activité de surveillance? Et deuxième partie, Crédit Suisse avait déjà splitté son activité en 2016 entre Crédit Suisse en Suisse et Crédit Suisse à l'étranger. Est-ce qu'on aurait pu juste laisser partir en faillite Crédit Suisse à l'étranger et garder en état Crédit Suisse qui se porte bien en fait et qui fait des bénéfices? Merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on n'a pas le temps pour approfondir les réponses. En ce qui concerne la possibilité de nationaliser Crédit Suisse, c'était ce que j'avais proposé lorsqu'on m'avait interpellé il y a quelques semaines, le week-end du 19 mars. Nationaliser, ça signifie simplement que si l'État, comme c'est le cas, met sur la table des garanties, donc évite la faillite d'une banque, il appartient à l'État, donc à la politique fédérale, de dire qu'est-ce que la banque maintenant doit faire. Ça ne signifie pas que ça doit tomber dans le chapeau des autorités publiques, ça reste une banque privée, mais si c'est l'État qui met l'argent sur la table pour éviter sa faillite, c'est à l'État qui paye commande, non? Qui paye, dicte les conditions. Alors que là, l'État apparemment n'a rien dit. Il a dit, voilà, des garanties, maintenant on organise le bail-out, le sauvetage public, mais c'est à des privés de gérer l'affaire. On a nommé Sergio Ermotti, mais ça reste l'économie privée ici qui doit sortir que des Suisses de l'affaire, diviser les parties moins rentables pour les laisser tomber, peut-être splitter encore davantage les activités entre la Suisse et le reste du monde, intégrer tout ça dans UBS. Nationaliser aurait, à mon sens, signifié dire maintenant vous faites ce qu'on vous dit, nous les politiciens, parce que c'est nous, contribuables, qui payons. Et puis encore le profit. S'il y avait un profit, c'était l'État. Et puis, oui, s'il y a des bénéfices à quelque part, l'État doit pouvoir en bénéficier. Parce que si elle a payé, ou s'il va payer, s'il a mis sur la table des garanties, il devrait aussi toucher des bénéfices. Mais le bénéfice pour l'État, c'est on a préservé Crédit Suisse, on n'a pas fait une faillite, donc c'est déjà un bénéfice, quelque part. Alors, comment limiter la taille des bilans bancaires? À mon sens, il faut mettre un pourcentage. Le total du bilan d'une banque, UBS, Crédit Suisse, peu importe, ne peut pas dépasser 10% du PIB. Le PIB suisse, disons 800 milliards de francs. Voilà, une banque ne peut pas dépasser 80 milliards comme somme de bilan. Alors que la nouvelle UBS a 2 fois le PIB de la Suisse. Une taxe sur les transactions financières, oui. Je vais faire partie du comité de soutien de cette initiative populaire fédérale pour faire payer un micro-impôt sur tous les paiements scripturaux, mais on n'a pas récolté suffisamment de signatures, donc la chose est tombée. C'est clair qu'on pourrait éviter, on pourrait biffer la TVA comme ça, on pourrait financer les caisses de l'AVS correctement, sans augmenter sans cesse le taux de la TVA, qui est un impôt antisocial, parce que les riches comme les pauvres payent le même taux de TVA. Et qui plus est, si on augmente la TVA, on réduit les dépenses de consommation. Les pauvres et la classe moyenne disent on va moins consommer si les prix augmentent, non pas parce que les entreprises vont avoir davantage de bénéfices, mais parce que l'État veut récolter davantage d'impôts pour financer l'AVS et autre chose. Alors, comment fonctionne la BNS? Là, je vous réponds par 2 mots. La BNS, c'est un hedge fund. C'est une expression d'un économiste, Michel Santi, et un autre, Patrick Raymond, qui a travaillé dans le Crédit Suisse, qui est un whistleblower de Crédit Suisse.
Maintenant, il a pris sa retraite, mais les deux disent la BNS, c'est un hedge fund. Parce que la BNS, c'est l'un des principaux acteurs sur les marchés financiers du monde entier depuis que la crise de la zone euro a éclaté, et l'année d'avant, la crise de subprime, parce que la BNS, pour calmer la force du franc, a acheté des centaines de milliards d'actifs libellés en monnaie étrangère, en euros, en dollars américains. Et une partie de ces actifs, c'est des actifs bruns, brown assets, pas des actifs verts. Entendez que c'est des actifs liés à des entreprises qui polluent l'environnement d'une manière ou d'une autre. Ensuite, Crédit Suisse a été divisé en Crédit Suisse et Crédit Suisse reste du monde, pour ainsi dire. En 2016, oui, la FINMA, je pense qu'elle n'a pas fait son travail correctement. D'ailleurs, c'est difficile de surveiller un géant bancaire qui peut être, lorsqu'on pense que c'est l'économie de marché qui va régler les affaires. Et on aurait pu laisser partir en faillite Crédit Suisse à l'étranger parce que c'est là où Crédit Suisse a eu des problèmes, comme UBS en 2008 d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la Suisse est un petit pays. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc les États-Unis, avec leur soft power, ont fait comprendre au Conseil fédéral que c'était à la Suisse et pas aux États-Unis de sauver Crédit Suisse, comme c'était le cas pour UBS en 2008. C'est des rapports de force au niveau géopolitique. Là. Le dollar est la monnaie de référence au niveau mondial. De là, les États-Unis ont ce pouvoir, soft power, d'influencer les décisions politiques ailleurs. Et donc, tant que cela reste comme ça, une banque suisse qui est active à l'étranger met sur le dos des contribuables suisses et pas étrangers les cas de faillite. Ça, c'est aussi un problème qu'il faudrait poser aux politiciens, mais il faut déjà vouloir comprendre et ensuite résoudre ce problème. Voilà.